Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être là ce matin pour cette table ronde sur la gouvernance mondiale, une utopie de la science-fiction. Je suis L'Œil de Chéri, je suis journaliste, j'anime un podcast sur l'ASF et je serai votre animateur pendant cette table ronde. On a trois charmants invités et puis vous aurez aussi l'opportunité de vous exprimer et de leur poser des questions vers la fin de nos échanges. Voilà, si c'est participatif, c'est encore mieux. Avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à ma droite Émilie Carbalec, qui est autrice de science-fiction, qui a fait sensation avec Quitter les monts d'automne, publié chez Albin Michel Imaginaire, et elle a récemment publié Le chant du Nuying, toujours chez Albin Michel Imaginaire. Merci d'être là, Émilie. À côté d'Émilie, il y a Olivier Paquet. Olivier est un auteur de space opéra, mais aussi d'anticipation maintenant. Il vient de publier Composite chez La Talente, où il parle des intelligences artificielles, sujet qu'il avait déjà abordé dans Les Machines Fantômes, toujours chez La Talente. Et enfin, nous avons Hugo Bellagamba, qui est historien du droit et des idées politiques à Nice. Il est aussi auteur de science-fiction. Il a publié Tancred, une excellente uchronie que je recommande. Il est spécialisé sur l'étude de la culture juridique dans les utopies et sur la façon dont celle-ci nous renseigne sur nos propres représentations de la société. Mais il connaît aussi, je crois, bien Robert A. Heinlein. Voilà, donc on a une Dream Team, les présentations sont faites, on va pouvoir aborder ce fameux sujet de la gouvernance mondiale, une utopie de la science-fiction. Mais avant tout, je vais commencer avec une question assez simple. Est-ce que pour vous, messieurs, dames, une gouvernance mondiale, c'est une utopie ou une dystopie ? Alors, Olivier a le micro, et Hugo aussi a un micro pas loin, et Émilie peut-être peut commencer. Qui commence ? Non mais vas-y. Le problème avec la gouvernance mondiale, c'est qu'elle est mondiale justement. Et du coup, ça pose la question de savoir autour de quelle loi, quel récit on peut réunir des peuples dont les cultures, les croyances, l'histoire sont complètement différents. Donc à partir du moment où on veut gouverner globalement en fait, des pays et des peuples complètement différents, est-ce qu'on ne va pas aussi écraser en fait, et s'imposer, en fait, imposer des lois à des gens qui ne sont pas forcément d'accord ? Et en même temps, c'est vrai qu'on se dit que qui dit gouvernance mondiale, c'est un petit peu comme, en fait, c'est comme l'idéal de l'Europe, mais transposé au niveau mondial et au niveau planétaire. C'est aussi transcender les frontières, transcender justement les différents historiques, les guerres qui ont pu déchirer toutes ces civilisations et ces peuples. Donc il y a un côté utopique, bien sûr, mais comment ? Comment et autour de quelle loi, autour de quel mythe, quelle croyance, quel idéal, en fait ? Olivier ? En fait, il y a un double problème. D'une part, c'est la question de qu'est-ce que gouverner. Et le gouverner, c'est un point aveugle de la science politique. On ne sait pas, en gros, il n'y a aucune théorie qui dit qu'est-ce que c'est que gouverner. D'où le fait qu'on a inventé le terme de gouvernance, parce qu'on arrive à remplir quelque chose. Mais gouverner, par exemple, ne pas prendre une décision, c'est aussi gouverner. Donc ça, c'est pour ça que gouverner, c'est pas juste prendre des décisions, ne pas en prendre, c'est aussi gouverner. Bon. Donc déjà, ça, c'est le premier problème d'une gouvernance mondiale, c'est qu'est-ce que c'est que gouverner. La deuxième chose, effectivement, ce que disait Émilie sur le fait que ce soit mondial, c'est qu'on gouverne toujours pour un groupe. C'est-à-dire, l'État, on gouverne en France, on gouverne au nom de l'ensemble de la communauté des citoyens français. Plus on élargit le groupe, on le voit avec l'échelle de l'Europe, on le voit avec l'échelle de l'ONU, il y a une sorte de dilution. Pourquoi ? Parce que, d'une certaine manière, la France, on peut gouverner, en fait, comment on se définit en tant que groupe, c'est nous par rapport à un eux. Or, plus on élargit, et notamment à l'échelle de l'humanité, eh bien, il n'y a qu'un nous, il n'y a plus de eux. Et donc, c'est très difficile de gouverner s'il n'y a pas quelqu'un d'autre en face. C'est-à-dire que ça sera une gouvernance mondiale, elle ne peut survenir d'une certaine manière à l'échelle de la Terre que si on découvre des extraterrestres. Parce qu'à ce moment-là, il y aurait un nous et un eux. Donc, c'est un gros problème de la gouvernance mondiale, c'est que plus on élargit le groupe, plus ça devient dilué, et moins on arrive à prendre des décisions et en fait à assumer une légitimité par un pouvoir qui est trop global pour qu'on ait une identité, que ça nous parle. Toute l'histoire de la France, de l'État français, c'est comment on a
réussi, que les citoyens ont accepté l'autorité qui viennent de Paris, par exemple, pour simplifier. Donc c'est une longue histoire. Donc évidemment, quand on va à l'échelle de l'humanité, c'est encore plus long. Hugo. Oui, alors c'est vrai que gouvernance mondiale, dit comme ça c'est plutôt une dystopie, parce que ça va forcément mal tourner. Par contre, la paix universelle, ça, c'est une utopie. Et on pourrait imaginer que la paix universelle n'est possible que si on a une gouvernance mondiale, ce qui serait une petite erreur d'analyse, en fait. La paix universelle, c'est un rêve qu'on a depuis très longtemps, depuis Kant et même avant Kant. Dans la pensée politique, il y a ce rêve d'être en paix tous ensemble, sans effacer les différences, etc. Donc dans la SF, on rêve de la paix universelle à la Star Trek. On rêve d'une fédération des planètes unies, on va peut-être en reparler, C'est ça. où tout le monde a, toutes les diversités culturelles sont respectées, mais il y a un cadre juridique, des directives, on y reviendra. La gouvernance mondiale, dans la science-fiction et dans la réalité, elle est une succession d'échecs dramatiques. Et même lorsqu'on crée des organisations internationales, on se rend compte que, par exemple, aujourd'hui, l'ONU, quel est son degré d'efficacité, de crédibilité? C'est la Société des Nations il y a quelques années, quelques décennies. Donc c'est un vrai problème. Gouvernance mondiale, si c'est une utopie, c'est parce qu'elle est irréalisable. Et à ce moment-là, c'est un but qu'on cherche. Et c'est vrai que souvent on le retrouve dans la science-fiction. On le retrouve, voilà. Après, pour vous dire, historiquement, parce qu'on va pas beaucoup parler d'histoire ancienne, mais peut-être que la seule gouvernance mondiale qui a à peu près marché, c'était l'Empire romain, un certain temps. Pourquoi ? Parce que l'Empire romain laissait... dans tous les territoires qui intégraient l'Empire romain, les Romains laissaient libre cours et laissaient libre la culture en fait, des populations qu'ils intégraient à l'Empire. Donc ils administraient. L'Empire perse aussi. Ouais. Ah oui, très bien aussi, ouais, tout à fait. Donc voilà, mais bon, ça n'a pas duré non plus. Et ça a été une longue, lente et terrible décadence. Donc gouvernance mondiale dure. Alors, l'avocat le plus connu du gouvernement mondial était un auteur de science-fiction. Est-ce que dans la salle, certains ont une idée de qui c'était ? Un grand avocat. Ouais, voilà, bon. Serge Lehmann a triché parce qu'il connaissait déjà la réponse. Il triche. Voilà, donc c'était en effet H.G. Wells, pionnier de la science-fiction. Dès 1914, il commence à réfléchir à des concepts à travers des récits comme Le Monde libéré, Les hommes contre les dieux aussi. Et je vais vous citer sa vision d'un gouvernement mondial. Alors c'est plutôt le nouvel ordre mondial, ça date de 1940. Nous devons réaliser qu'une fédération politique sans une collectivisation économique concomitante est vouée à l'échec. La tâche du pacifiste qui désire vraiment un nouveau monde de paix consiste en une révolution profonde, non seulement politique, mais aussi sociale, plus profonde encore que celle entreprise par les communistes en Russie. La révolution russe a échoué non par son extrémiste, mais par son impatience, sa violence et l'intolérance de ses débuts, d'un manque de vision à long terme et d'insuffisance intellectuelle. La révolution cosmopolite, pour un collectivisme mondial, qui est la seule alternative au chaos et à la dégénérescence de l'humanité, doit aller bien plus loin que la révolution russe. Elle se doit d'être plus minutieuse et mieux conçue, et son accomplissement requiert un objectif bien plus héroïque et inébranlable. C'était H.G. Wells, peut-être une réaction sur les mots de Wells, Olivier ? C'est vraiment aussi typique de son époque, d'une époque très progressiste dans le sens classique, très européenne. C'est-à-dire cette idée européenne de progrès, très aussi effectivement juridique, il y a tout un aspect... c'est des choses qu'on voit ailleurs aussi en Europe centrale, il y avait tout ce genre de choses. Donc c'est vraiment un témoignage de l'esprit de l'époque qui s'est cassé les dents en premier lieu sur la Première Guerre mondiale et puis après sur la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est des choses qui sont... la suite des événements a cassé un peu tout ça, mais dans toute la fin du 19e et début 20e, c'était ça. Moi, je pense aussi en Europe centrale, tout ce qui était le pan-Europe, enfin tout ce qui est l'idée pan-européenne, Kodenov-Kalergi, tout ce genre de choses, il y avait tout ça. Et puis effectivement, la Société des Nations, tout ça, ça avait traversé, mais ça s'est heurté justement. En fait, tout ce que tu dis, ça me fait penser à un auteur assez sulfureux en sciences politiques, mais qui hélas a un peu raison. C'est un juriste.
qui a eu beaucoup de succès, enfin sa place était sous Hitler, donc c'est Carl Schmitt, qui a défini la politique comme le fait de déterminer, de faire la différence entre l'ami et l'ennemi. Quand il fait cette idée-là, c'est justement sur les relations internationales. Et donc cet esprit-là, ça tue finalement l'idée de Wells, c'est-à-dire que puisque finalement la politique, pour lui, à l'échelon international, puisque Carl Schmitt parle de l'échelon international, pas de l'échelon national, la politique, ce n'est jamais que déterminer qui est l'ami et l'ennemi. Ce qui un peu interdit tout ça, en fait. Émilie, Hugo ? Je suis d'accord avec toi, en fait. À partir du moment où on veut gouverner, c'est la question se pose de savoir qui, quel groupe humain, quel collectif, et comment un groupe humain peut se définir. Souvent, enfin historiquement, on voit bien qu'on se définit souvent par rapport à l'autre. Et du coup, en science-fiction, ce qu'on trouve souvent, c'est des... tu parlais de Star Trek, donc tu as la Fédération des Planètes Unies, je crois, c'est ça. Ils se définissent... c'est comme une projection, en fait, de l'échiquier géopolitique contemporain à une échelle un peu plus grande, mais finalement, c'est les mêmes problématiques qu'on retrouve. Il faut comment se définir en tant que groupe humain ? Au niveau planétaire, on se définit par rapport à des extraterrestres un peu belliqueux, les Klingons ou d'autres. Est-ce qu'on sait être ensemble, collectivement, sans qu'en face, il y ait un ennemi ? Je ne sais pas. Je sais pas ce que tu en penses. Il y a aussi le côté très européano-centré qu'on pointait du doigt quand Wells écrit ça. Enfin, on est dans un modèle très européen, très positiviste, très centré sur la norme qui doit s'imposer. Enfin, c'est un cosmopolitisme très normatif quand même. C'est-à-dire, si on n'a pas une règle globale à imposer à tout le monde, ça ne marchera pas, etc. Je préfère Wells quand il écrit de la science-fiction, entre nous. Mais il est bien représentatif de son époque. Après, c'est vrai que cette idée comme ça de cosmopolitisme, elle est quand même belle quelque part, parce que finalement, c'est le cosmos des anciens stoïciens. C'est l'idée que la cité est l'équivalent de l'organisation du cosmos, de l'univers organisé dans le monde réel. Et donc à ce moment-là, on devrait logiquement, on devrait y arriver. On devrait pouvoir avoir une organisation qui serait l'équivalent de l'ordre cosmique dans l'ordre civique en fait des choses. Mais voilà, quand Wells écrit ça, il est dans une vision très utopique. On est au début de la Deuxième Guerre mondiale et donc après les horreurs de la Première, cette Première Guerre mondiale qui a complètement traumatisé toute la pensée politique européenne, et Wells essaye à toute force de réinventer un futur souhaitable. Donc il essaye. Voilà, mais ça reste très européen. Il faudrait voir dans d'autres sphères culturelles cette vision de la gouvernance mondiale. C'est peut-être aussi la gouvernance du non-agir, effectivement. Moi, je vois toujours gouverner comme administrer. C'est une déformation, évidemment, de juriste, mais si je ne suis pas capable d'administrer, je ne peux pas gouverner. Si je ne suis pas capable sur un territoire, imaginez ce festival. Comment ce festival marcherait s'il n'y avait pas derrière une structure administrative, une structure organisationnelle qui permet de dire où est la salle, à quelle heure, etc. Sans l'administration, il ne peut pas y avoir d'organisation pour un très grand groupe. Imaginons qu'ici on soit quand même un très grand groupe dans toutes les personnes qui viennent au festival. Et donc, c'est cette vision-là en fait, qui souvent ressort dans la gouvernance mondiale. Mais c'est très européen. Si on quitte le modèle normatif et qu'on part sur des modèles culturels très différents, on n'a pas du tout la même notion que de la gouvernance. Et ça me fait penser à une chose, j'avais un vieux prof, quand j'étais étudiant il y a longtemps, Pierre Favre, qui avait proposé quelque chose justement sur qu'est-ce que gouverner, et qui montrait qu'il y avait une chose qu'on oublie en général. Ils m'ont démontré ça sous la forme d'un fer à cheval. C'est-à-dire que d'une part, il y a l'impulsion, effectivement, administrative. Je décide de quelque chose. Et puis ensuite, il y a les sujets, les objets de cet acte qui réagissent. Le cas typique, c'est dans l'éducation nationale. Quand on fait une réforme de l'éducation nationale, les profs s'en emparent et en font ce qu'ils veulent. Et il y a une sorte de déséquilibre jusqu'à ce qu'on atteigne une situation d'équilibre. Et puis au bout d'un moment, cette situation se redéséquilibre. Et à ce moment-là, quand le chaos devient trop important, on refait une décision. Et donc il y a une sorte de fer à cheval comme ça. J'aime bien cette notion parce que ça montre que ceux qui sont le sujet de l'administration, d'une loi ou de choses comme ça, ils ont une réaction et que cette réaction participe du gouvernement en fait. Ça, c'est une première chose. Et aussi, ce que disait Émilie sur la question de la frontière, je trouve que quelqu'un qui a bien traité cette question-là, c'est Ian Banks, le cycle de la culture.
donc qui définit une super méga civilisation, collectivité de civilisation même, dans le spatial, qui s'appelle donc la culture, avec des intelligences artificielles. Mais ce que fait Ian Banks, il ne décrit jamais, d'une certaine manière, il ne décrit jamais le centre. Il décrit toujours la marge, c'est-à-dire le moment où la culture est confrontée à la contradiction, est confrontée à l'autre, et c'est là qu'il y a de la friction, et c'est là que l'utopie qu'il crée, il la met en discussion. Il interroge sa propre utopie, parce que Ian Banks, quand on regarde bien, son projet est totalement utopique, puisque c'est une société anarchiste, sans économie numéraire, voilà, c'est une utopie totale. Mais il s'intéresse il la met en discussion, en fragilité. On exploite les fragilités en utilisant justement la frontière, parce que c'est là justement on est confronté à un autre système et comment on va intégrer cet autre système, soit en lui faisant la guerre, soit en l'intégrant. Émilie. En fait, vous avez dit tellement de choses passionnantes que je ne sais pas sur quoi rebondir, mais bon, je reviens à un truc que tu as dit, Hugo. Tu parlais de cosmicité, la gouvernance et voilà, la vision un peu cosmique qu'on peut avoir de l'univers, du monde. Mais rien que ça, en fait, c'est pas problématique, mais il y a des différences entre les cultures. C'est ce que montre très bien Philippe Descola. En fait, notre conception de la cosmicité, selon notre culture, est tellement différente. Est-ce que c'est conciliable, en fait, ou est-ce qu'il n'y en a pas un qui va finir par écraser l'autre avec sa vision des choses ? L'autre chose que tu as dite, ah oui, c'est l'administration. Oui, voilà. Donc, ça m'a fait penser à ce roman d'Ursula Le Guin, Les Dépossédés. Et donc là, on a deux utopies en fait qui se confrontent et au niveau planétaire du coup. Donc, tu as Anarès et tu as Uras. Et sur Anarès, donc ils ont essayé de créer je dirais pas gouvernement justement puisque c'est une utopie anarchiste, mais il y a quand même des structures qui vont se créer, bureaucratiques en fait, un peu à la communiste, qui vont être là pour gérer le collectif. Il faut bien. Et quelque part, moi, le sentiment que j'ai eu en lisant ce roman, c'est que c'était aussi horrible en fait que l'autre en face, parce qu'on voit bien comment Chevèque, en même temps, il adhère complètement à cet idéal, et en même temps, il est complètement écrasé par cette bureaucratie où, mine de rien, malgré tout, il y a des jeux d'influence et de pouvoir qui se créent, même si on veut une société sans classe. Donc, l'utopie possède toujours en elle son revers, sa dystopie. C'est pour ça que le sous-titre des Dépossédés, c'est une utopie ambiguë. Ouais, c'est ça. Alors, on va revenir sur quelques classiques de la science-fiction qui parlent de gouvernance mondiale. Donc, je pense que nos invités ici connaissent les œuvres, donc ça va être intéressant d'avoir leur avis. C'est un peu le blind test. Et comme ça, vous allez aussi lever la main pour voir qu'est-ce que vous avez lu ou pas. Alors le premier, c'est assez facile. C'est un roman de 1932, écrit par Aldous Huxley, qui s'appelle Le meilleur des mondes. Est-ce que dans la salle, des gens ont lu Le meilleur des mondes ? Ça va. Très bien, bon voilà. Là, on y est. Voilà, tout le monde connaît. Donc, à la suite d'une mystérieuse guerre de 9 ans, l'humanité s'est rassemblée au sein d'un État mondial, où elle se gave de soma, donc la pilule du plaisir, et voue un culte à notre Ford. Et les seuls exclus de cette civilisation du bonheur obligatoire sont des gens, entre guillemets, des indigènes, parqués dans des réserves. L'État mondial dans le meilleur des mondes, ça vous inspire quoi, messieurs, dames ? Déjà, c'est un repère indiscutable dans l'histoire de l'utopie. Et évidemment, c'est pas un hasard si tout le monde évidemment le connaît. Et puis après, ça montre aussi, à travers le meilleur des mondes, finalement, par quelle justification on peut tout organiser. Il y a un tas de critères de justification, on peut classer les gens. Alors tout à l'heure, je disais, toute utopie ou toute gouvernance administre forcément, mais c'est pas obligatoirement pour des raisons fondées. Il y a des tas d'administrations qui font des ségrégations ou qui font des distinctions qui ne sont pas ni philosophiquement fondées en droit naturel, ni justifiables par la morale. Et donc, le meilleur des mondes en est une, c'est-à-dire que d'une certaine façon, on a une sorte de bonheur qui est organisé, qui est protégé par cette société, qui est très organisée. Mais en définitive, on se pose la question, voilà, et c'est ça qui est vraiment très important, du bien fondé de cette société. Et du coup, le déviant, la personne qui ne correspond pas et qui ne peut pas être heureuse, pose problème. Et en fait, dans toutes les utopies, c'est ce problème-là qui ressort à mon sens, c'est si vous êtes tous heureux, est-ce que vous êtes tous heureux ? Levez la main tous ceux qui se sentent 100% heureux. Voilà, et bien ça veut dire, bravo. Eh bien c'est pas mal, ça veut dire que nous ne sommes pas dans une utopie, ouf.
Parce que si tout le monde était absolument heureux par des drogues, par tout un tas de mécanismes de mimétisme de comportement, alors on serait dans une société utopique au mauvais sens du terme qui n'évolue plus. Ce qui est un des modèles qu'on trouve dans le meilleur des mondes. Ça me fait penser sur la question du bonheur. C'est la nouvelle justement d'Ursula Le Guin, c'est ceux qui partent d'hommes là. Où on décrit, la nouvelle est extrêmement courte, hein, donc vraiment en 4-5 pages, hein, où on décrit une société totalement idyllique, vraiment totalement idyllique. Les gens sont heureux, enfin sont censés être heureux, enfin ça se voit qu'ils sont heureux, sauf que à un moment ils doivent aller dans une pièce sombre, très sombre du château, etc., où ils voient un enfant dans sa crasse, totalement abandonné, etc. Et ils comprennent que leur bonheur est lié à la situation de cet enfant-là. Et donc, d'où le titre merveilleux, ceux qui partent de là, donc est-ce qu'on peut supporter ou pas cette situation? Et c'est un texte que j'ai fait souvent lire à des étudiants en leur posant en question à la fin, est-ce que vous resteriez à Melas ou pas? Alors évidemment, il y en a qui disent ah ben non, évidemment, et en même temps, cette nouvelle-là, elle parlait de la situation de l'Occident riche qui vivait grâce aux guerres au Vietnam, aux guerres périphériques. Oui, donc nous ne sommes pas partis pour autant. Donc effectivement, je trouve que pourquoi cette nouvelle est absolument extraordinaire, c'est que ça parle de choses tellement fondamentales, d'un questionnement tellement fondamental à l'époque et encore de nos jours. C'est pour ça qu'on a des textes comme ça. Ce texte très très court parle justement totalement de l'utopie et de ce que... Il nous fait vraiment réfléchir. Et je me demande si elle ne l'a pas écrit, si ce n'était pas dans le cadre d'une demande au sujet de... Elle ne devait pas parler de la famine en fait, dans le monde ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Ah oui, je crois qu'il y a un truc comme ça. Oui, il y a quelque chose autour. En tout cas, s'il était dans ta liste, c'est trop tard maintenant. Alors l'autre œuvre de science-fiction, on en a déjà un petit peu parlé tous ensemble. Elle a été créée en 1966 par Gene Roddenberry. Il s'agit de Star Trek. Qui a déjà regardé Star Trek ici? La vieille série, hein. La vieille série, la première, celle de 66, avec Spock, avec tout le monde. La première, voilà. La Très seule. bien. Donc en effet, tout à fait. Oh, voilà. Donc, dans Star Trek, il y a une fédération de planètes unies. C'est une république fédérale interplanétaire qui, à la fin du 24e siècle, compte, je crois, plus de 150 planètes, avec des milliers de colonies. Et donc, les missions diplomatiques d'exploration, de recherche, de défense sont menées par Starfleet, le bras armé de la fédération. Alors, dans Star Trek, gouvernance mondiale est plutôt utopie, puisque ça donne envie de rejoindre Starfleet quand on regarde Star Trek quand même un petit peu. Et d'exploration, c'est-à-dire que ce qui est essentiel dans Starfleet, c'est l'exploration. C'est le voyage de Beagle, parce que c'est ça aussi les origines. Hein, c'est Darwin, on va explorer l'autre. Enfin, il y a ça qui est aussi essentiel. C'est pas juste je suis dans mon utopie et j'en bouge plus, c'est j'explore, mais pas forcément et surtout j'explore sans objectif de conquérir. Ça aussi, il n'y a pas. C'est l'idée que ce sont les autres qui nous attaquent plutôt que nous qui attaquons les autres pour les dominer. C'est on va vous rencontrer, on va essayer de vous comprendre, et puis après, vous déciderez finalement de votre plein gré si vous voulez venir ou pas. Rester indépendant, c'est pas important. Mais je vais essayer d'explorer, de me confronter à l'inconnu, à la différence, et comment je peux comprendre ça. Et aussi, peut-être. Et alors après, c'est dans les séries suivantes, c'est est-ce que je peux, nous, Starfleet, vous aider ou pas? Et donc, c'est ce qui va être la question de la prime directive. C'est-à-dire, je suis une civilisation super avancée, je suis sur une planète avec des inégalités, avec une avancée moindre que la nôtre. Est-ce que je vous laisse avancer à votre rythme ou est-ce que je vous fais booster ou pas? Donc, c'est des interrogations à chaque fois. Est-ce que je vais accepter les inégalités, la violence d'une société sous prétexte que je n'ai pas le droit d'intervenir? C'est d'autres problèmes moraux. Star Trek, c'est passionnant. Pour vous dire, il y a 2 ans à Nice, on a fait le procès de Spock. Et je vous garantis que quand j'étais étudiant et que je parlais de science-fiction, il fallait que je rase les murs. Donc faire le procès de Spock il y a 2 ans à la faculté de droit de Nice, c'était vraiment bonnard. C'est une des séries les plus juridiques
de l'histoire de la science-fiction, et puis surtout elle repose aussi sur quelque chose qui n'est pas juridique, je ne veux pas parler de droit, hein, qui est psychologique en fait. Là, le rêve de Gene Roddenberry, là, la conviction de Roddenberry, le fondateur, c'était que on ne fera une gouvernance mondiale ou même galactique finalement que lorsqu'on aura résolu nos problèmes à nous, individus. Hein, c'est un peu la justice dans la cité et la justice dans l'individu, elles vont de pair. On ne peut pas faire une cité juste avec des individus injustes et l'inverse ne fonctionne pas non plus. Donc l'humanité a oublié tous ses travers, ses jalousies, le capitalisme a disparu, la jalousie a disparu, la préférence a disparu, la rancœur et la violence physique ont quasiment disparu. Et c'est parce que cette humanité future, hypothétique, s'est enfin libérée de tous ces aspects négatifs, qu'elle peut faire la fédération et qu'elle peut aller à la rencontre des autres autrement que pour les exploiter ou leur casser la gueule. Et donc c'est très beau. Je ne sais pas si on est prêt pour Starfleet Academy, maintenant ça date un peu, mais c'est une des plus belles utopies qui soit, au moins en tout cas dans les séries télé, je pense. C'est une utopie qui est imprégnée de valeurs humanistes telles que nous, en Occident, on les rêve et on les idéalise. Après, il y a peut-être d'autres cultures qui n'ont pas les mêmes valeurs, Encore une fois, il faut bien souligner que c'est de notre point de vue, ça paraît merveilleux. Mais par contre, pour en revenir à l'idée d'une société juste, parce que les individus auront évolué, je voulais parler d'une petite utopie. Ça n'a rien à voir avec la science-fiction, mais c'est une utopie, c'est le rêve de Shambhala ou Shangri-La. Je ne sais pas si tu connais... Lloyd, donc c'est un mythe en fait indo-bouddhiste qui dit qu'on arrivera à une société juste, justement quand tous les individus qui habitent cette cité, qui est un peu symbolique aussi, auront dépassé eux-mêmes leurs propres, on va dire leurs propres contradictions. Enfin, c'est une société de personnes éveillées en fait, au sens bouddhique du terme. Mais quelque part, c'est ce que tu dis en fait. Quand nous-mêmes, en tant qu'individus, on aura évolué et transcendé un petit peu cette humanité un peu basique là qui nous habite, avec nos contradictions, nos guerres, nos égos, tout ça. Et peut-être qu'on arrivera à quelque chose de meilleur. Mais bon, ça c'est un idéal. Je ne sais pas si on l'atteindra un jour. On continue dans notre série. Alors, c'est un autre film sorti en 1997. Je pense que vous allez rire quand vous allez entendre qu'est-ce que c'est. Il s'agit de Men in Black. Qui a vu ce film? Presque tout le monde. Alors, dans Men in Black, il y a une organisation ultra secrète qui a pour mission de réguler les extraterrestres qui arrivent sur Terre. C'est une espèce de gouvernement mondial de l'ombre et qui se moque un petit peu de l'imagerie de la CIA, de l'imaginaire CIA-FBI, mais qui apporte le côté complotiste aussi à la gouvernance mondiale. Parce que là, on parle de gouvernance mondiale, on parle d'utopie, on parle de science-fiction, mais pour beaucoup de personnes, c'est aussi une vision complotiste des choses. Olivier ? Ah oui, ça c'est vrai. Parce que ça me fait penser évidemment toutes ces histoires du complot qui se sont réactivées encore plus. Moi, c'est un des phénomènes qui m'inquiète le plus, c'est le mouvement QAnon aux États-Unis. On a un fameux Q, et donc c'est pour ça Men in Black, ça me fait penser à ça. On a Q. Voilà, donc un mystérieux qui intervient sur les 4chan, etc., qui fait des messages et qui a des fanatiques. Parce que là, c'est même plus simplement des amateurs. On a une pensée fanatique de se dire. Il y a la reine d'Angleterre, c'était une reptilienne. Il y a un réseau pédophile où oui, c'est ça, le pédophile. On utilise le sang des enfants pour rajeunir Hillary Clinton. Tout un ensemble comme ça. Et tout est caché. Et heureusement, Trump va nous sauver et va renverser tout ça. Donc il y a cette idée qui est. Alors c'est drôle parce que Men in Black, ça, c'est quand même assez ancien. Et on se moquait effectivement, je pense que Men in Black était surtout une référence à X-Files, à ce genre de choses. Donc cette idée, voilà, on nous ment, la vérité est ailleurs, etc. Et donc maintenant, c'est encore autre chose. Le complot est plus vraiment extraterrestre, à part les reptiliens, mais on a quelque chose de beaucoup plus glauque en fait. C'était joyeux d'une certaine manière cette idée qu'il y avait des extraterrestres. Mais quand c'est la pédopornographie, etc., qui va derrière avec des choses où le fameux Pizzagate, où on va même des gens qui vont aller au fusil dans des pizzerias pour soi-disant libérer des enfants.
on est dans une violence. Le complotisme a un aspect extrêmement violent, qui était bon enfant dans Men in Black et qui ne l'est plus dans la réalité. Complotisme qui est aussi traité dans le film de John Carpenter, Invasion Los Angeles, avec la fameuse publicité, avec les lunettes. Obey, un film génialissime que je vous recommande vraiment de voir, peut-être Hugo, sur le côté complotiste aussi de cette gouvernance mondiale. Oui, en fait, le côté complotiste, il est dans la science-fiction depuis longtemps, mais heureusement, la science-fiction, elle le prend au second degré, donc méfiez-vous, parce que quand on veut vous convaincre qu'un complot existe, c'est très facile, puisque tous vos esprits cherchent du sens. Donc quand vous voulez trouver un sens à un truc qui a l'air de ne pas en avoir, parce que c'est intolérable, insupportable, horrible. Si quelqu'un arrive à vous dire avec une bonne rhétorique, mais c'est parce qu'il y a un complot, vous êtes tous tentés de le croire. Mais quand vous lisez de la science-fiction, lorsqu'il y a des complots, vous savez que c'est du second degré, vous savez que c'est de l'imaginaire. Donc la science-fiction, c'est le meilleur rempart contre le complotisme à la con qui mine notre société aujourd'hui. Donc lisez des histoires sur le complotisme, des histoires paranoïaques, etc. Men in Black, c'est très bien. Après, Men in Black, voilà, c'est très drôle, c'est très humoristique. Il ne faut pas oublier aussi qu'il faut de la satire et de l'humour. La science-fiction, c'est l'héritière des utopies et l'héritière des grands auteurs satiristes du passé. Il ne faut pas prendre les choses au pied de la lettre, évidemment. Puis en plus, Men in Black, si on prenait les choses un peu sérieusement, c'est quand même le contrôle de l'immigration extraterrestre sur le sol américain. Donc c'est pas exactement non plus... Voilà, si on le prend trop sérieusement, on se retrouve un peu enfermé dans une logique qui n'est pas tellement sympa. Toujours en 97, autre film culte de la science-fiction. Alors, comme il n'a pas plu au producteur, il a été mis une semaine avant la sortie de Titanic, ce qui fait que ça a totalement... en tout cas, il n'a pas eu de carrière au cinéma, mais il a été vu et revu à la télévision. Il s'agit de Starship Troopers de Paul Verhoeven. Je suppose que là, plein de gens l'ont vu aussi dans la salle, ouais. Très très grand film. Alors dans Starship Troopers, donc c'est un futur lointain. Il y a un ordre mondial dirigé, donc c'est la Fédération terrienne qui est dirigée par des militaires, qui est un gouvernement unique qui pousse l'homme à coloniser l'espace et à entrer en contact et en guerre avec les fameuses arachnides, donc des extraterrestres belliqueux. Film très très drôle de Paul Verhoeven avec toute une satire sur la propagande. Hugo, peut-être un petit mot, je sais que vous connaissez bien Robert Heinlein, qui avait fait un livre un peu plus sérieux que le vrai Étoile garde à vous. En fait Étoile garde à vous en français. Alors, vous avez 4 heures ? Parce qu'en plus j'ai Anouk Arnal ici avec moi aussi qui connaît très bien, et il y a quelques Heinleiniens qui se cachent dans la salle. Starship Troopers de Verhoeven, c'est vraiment une interprétation très très éloignée en fait de ce qui est vraiment le bouquin. Il faut savoir que Starship Troopers, c'est la fin des années 60, c'est le dernier juvénile de Robert Heinlein, c'est-à-dire c'est le dernier roman que Robert Heinlein avait écrit pour la jeunesse. Et donc c'est un roman qui est volontairement subversif pour que les jeunes s'interrogent sur la citoyenneté, sur le bien fondé de l'action militaire, et notamment dans un contexte qui était vraiment celui des États-Unis de cette époque-là. Donc Étoile garde à vous ou Starship Troopers, c'est une réflexion sur une société qui a choisi de mettre en avant et de reformuler la notion de citoyenneté, effectivement, à l'échelle mondiale. Pour être citoyen, il faut accepter de faire un certain nombre de choses pour être un citoyen au sens plein du terme, avoir les droits et les devoirs du citoyen, et notamment, il faut accepter de faire un service militaire, c'est-à-dire d'intégrer l'armée, parce que l'armée, c'est le moyen qu'on a de défendre la société. Et donc, ce qui a été beaucoup critiqué, mais qui était très subversif, évidemment, de la part de Robert Heinlein, c'était justement de dire, si on ne s'engage pas à risquer sa vie pour la patrie ou entre guillemets pour la société mondiale et les valeurs qu'elle prétend avoir, on n'a pas le droit d'avoir tous les privilèges et tous les droits des citoyens. Et cette réflexion sur la citoyenneté, c'est ça véritablement le sujet de Starship Troopers. Verhoeven en a fait un film qui évidemment insiste tout simplement sur le côté très totalitaire de la société, et puis le côté aussi où on contrôle le niveau de connaissance de tout un chacun, puisque on ne leur donne qu'une seule source d'information, ils sont tous jeunes, tous formatés, on a un côté un peu spartiate qui ressort du film, et qui n'est pas tout à fait l'idée que Robert Heinlein se faisait du roman. Ken et Barbie aussi, il y a toute une idée de mettre des acteurs qui ont des personnages de sitcom. Verhoeven qui n'avait pas lu le livre, qui a lu les 2 premiers chapitres avant de balancer le livre en disant que c'était de la merde. Donc du coup c'est l'autre scénariste qui a dû lire le livre et qui a finalement fait une adaptation un peu différente, puisque Verhoeven n'a jamais lu le livre. Mais ce qui est intéressant dans ce film, c'est que le film a été pris au premier degré, et ça aussi ça dit beaucoup de choses aussi sur la réception de l'époque à laquelle il a été. Et Émilie, peut-être dessus.
Rien sur Starship Troopers, très bien. On va continuer avec une autre œuvre, donc je pense que tout le monde aussi a vu. Entre 99 et 2004, La Guerre des Étoiles est revenue au cinéma dans la fameuse prélogie, tant décriée à l'époque, mais quand on voit la postologie, maintenant tout le monde trouve la prélogie géniale. Dans la prélogie, il y a le fameux Sénat galactique, hein, qui est une espèce d'assemblée, on va dire un peu idéale. C'est une république qui vote les lois globales pour la galaxie, qui est assurée après derrière par les Jedi, qui sont comme dans Starfleet, on va dire l'ordre armé qui est censé faire régner la paix et l'ordre dans la galaxie. Et puis on se rend compte que dans cette fameuse prélogie, c'est plutôt l'arrivée de l'Empire et que tout ne va pas très bien dans cette république qui pourtant s'annonçait plutôt réussie. Oui, mais sauf que techniquement, si on regarde bien ce Sénat galactique, c'est censé être représentant de chaque planète. Ça veut dire qu'en gros, imaginez que on aurait un gouvernement mondial, il y en aurait une personne par pays qui représenterait la France. Alors, imaginez déjà le bouleversement. Voilà. Donc, je trouve déjà, c'est présenté comme étant, de certaine manière, idéal, mais si on regarde statistiquement, enfin numériquement, c'est une totale aberration. C'est une suite de dictatures, en fait. On a des milliers de dictatures, puisqu'on a une personne qui représente sa planète. Qui, dans n'importe quel... déjà, arriver à avoir une légitimité de quelqu'un qui est élu par pays, c'est pas évident, surtout si c'est la France. Alors imaginez à l'échelle de la planète. Donc moi, c'est déjà, quand on voit ça, ça n'a pas de sens. Donc évidemment, la représentation politique, elle n'est pas sérieuse de base, en fait. C'est une sorte de fantasme, mais qui est purement, j'allais dire, artificiel, quoi. Donc c'est juste narratif, mais on ne peut pas dire que ce soit quelque chose qui soit valable politiquement ou dans un sens de démocratie républicaine. C'est vrai que si on creuse un petit peu, on peut le voir comme ça. Donc ce serait toute cette assemblée de micro-dictatures qui va lutter contre la grande dictature, l'empire nazi en quelque sorte, qui va arriver et déferler sur l'univers. Mais c'est vrai que... En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que cette idée de gouvernance mondiale revient depuis quand même plusieurs décennies. Il y a toujours des grandes franchises ou des œuvres qui vont en parler. Donc ce qui est bien que même pour les auteurs de SF, ça continue à travers les décennies d'être soit un fantasme, soit que ça les marque. Mais ça va revenir de plus en plus avec la question du réchauffement climatique. Parce qu'on sait bien que ça ne peut se décider qu'à l'échelle de la planète, pas à l'échelle d'un État. Donc on va le voir réapparaître, mais plus avec la question des extraterrestres, d'une certaine manière, mais avec la question de l'environnement, de la lutte contre le réchauffement climatique, CO2, etc. Et on voit bien actuellement, avec nos problèmes avec l'Ukraine, etc., que pour s'en sortir, on peut pas. Déjà, l'Europe a du mal toute seule, mais on voit bien que c'est beaucoup plus global. Donc, de toute façon, les auteurs de fiction vont être obligés de réinvestir cette question, mais sous l'angle de l'environnement. Et d'ailleurs, quand tu as parlé des utopies de Star Trek ou de Ian Banks, donc ce sont des sociétés idéales, mais ce sont des sociétés d'abondance. La technologie est super abondante, avancée, c'est l'abondance pour tout le monde, etc. Est-ce qu'en 2022, face à la crise actuelle, on peut toujours placer ça comme une utopie, une société d'abondance avec une technologie ultra avancée? Je sais pas, hein, je crois que les valeurs vont un peu basculer là. Oui, et puis peut-être que la science-fiction, elle est un peu timorée finalement, parce qu'elle nous propose toujours des structures politiques, on est en train de les énumérer, alors que peut-être la solution, ce serait de tout abattre. Ça fait peur, hein, de tout abattre, mais de tout abattre et de tout refonder complètement, un changement complet, un renversement complet du monde. Alors c'est vrai que ça ressemble à une révolution avec beaucoup de morts, de chaos et de pertes, mais il y a des utopistes qui ont essayé ça. Le seul exemple que j'ai comme ça qui me vient de gouvernance mondiale par l'absence d'institutions, c'est une utopie française du père du courant libertaire à la française qui s'appelle Joseph Déjacque, qui a écrivait en 1859 une utopie qui s'appelait l'humanisphère. Et c'est une utopie anarchiste dans laquelle il n'y a pas d'institution. Et toute l'humanité, l'humanisphère, hein, on voit bien ce qu'il veut dire, hein, toute l'humanité s'organise et parvient à s'autogérer
mais à une condition qui est quand même extrêmement contraignante, c'est que chacun ait une culture scientifique maximale. C'est-à-dire que la science, la culture scientifique au sens large, je ne parle pas que de la science physique, mais que les sciences en général soient au cœur de l'éducation de chaque citoyen. Et alors, dans l'idée de Joseph Déjacque, puisque la science enseigne la méthode scientifique, et puisque la méthode scientifique, c'est la contradiction, c'est l'écoute de l'autre, c'est la remise en cause de ses valeurs, etc., alors dans l'avenir, et il fait un livre qui est très pamphlétaire, il n'y a aucune institution, les enfants sont élevés entre eux, tout le monde apprend les uns des autres par mimétisme, etc., alors on a une société qui peut marcher. Mais évidemment, c'est encore une fois de plus un modèle européen, et c'est une vision très européenne finalement de ce que sont les sciences, etc. Voilà. Ouais, mais je suis entièrement d'accord. Il n'y a pas d'institution. Et puis on parle d'utopie humaniste, humaine, société humaine, mais en fait maintenant aujourd'hui on commence à considérer les non-humains, le vivant dans son ensemble, donc peut-être qu'il faudrait aussi l'intégrer dans l'équation, et pour l'intégrer dans l'équation, est-ce qu'il ne faut pas dépasser un petit peu ce dualisme où on est toujours en train de... Voilà, il y a l'être humain qui est au-dessus, et puis qui va objectifier la nature, et réfléchir que pour lui, par lui-même, etc. Est-ce qu'il ne faut pas considérer tout ça de manière plus holistique, quoi. Ce qui fait... Hop là. Ce qui fait d'une certaine manière... Désolé, je vais parler de moi quand même. Dans les machines fantômes, j'ai ceux qui s'occupent finalement, qui vont finir par s'occuper de l'humanité, c'est les intelligences artificielles. C'est parti, alors je ne l'ai plus en tête, c'est d'une citation de Rousseau, c'est-à-dire justement que pour créer finalement une société mieux gouvernée, plus juste, etc., il faut s'extraire de l'humanité, puisque l'humain est pris dans ses passions, dans ses aveuglements, et donc pour créer une société plus juste, plus meilleure, il faut s'extraire, et donc c'est pour ça que l'idée qui était dans les machines fantômes, c'est-à-dire qu'on a des intelligences artificielles qui, de fait qu'elles ont tous les moyens d'observer nos actions, elles peuvent intervenir pour créer une société plus juste. Et c'est une autre manière où là justement il n'y a pas d'institution. D'une certaine manière aussi, ces intelligences artificielles, j'ai créé un espace où elles peuvent dialoguer entre elles. Mon idéal étant finalement de revenir à c'est pour ça que je le dis ça pour Hugo, ça va intéresser, au modèle de la Troisième République, d'une loi qui est vraiment l'expression de la volonté nationale, puisque c'est pas tellement les partis, mais le processus législatif est extrêmement long, puisque tout le monde peut intervenir, prendre son temps pour intervenir, puisque la Troisième République, c'est vraiment la République des juristes, la République de la parole, de la discussion. Et donc, on a atteint une loi et toujours le processus de toute la discussion. Et donc, c'est vraiment l'expression de la volonté nationale, quelque chose qu'on ne peut plus penser maintenant, puisque, je sais bien, sous la Troisième République, on avait la loi, par exemple, de sécurité sociale pour les mineurs. Il a fallu 10 ans. Nous n'accepterions plus qu'une loi mette 10 ans. C'est aberrant, mais c'était une manière d'obtenir une sorte de consensus par le temps. Et donc, mes IA y arrivent parce qu'elles peuvent réfléchir beaucoup plus vite et elles ont une manière de discuter qui leur permet d'obtenir cette discussion entre parties. Donc, c'est une autre manière de considérer comment créer une société plus juste. Oui, sur les IA, la nature, effectivement, alors il faut revoir notre définition de l'humain, peut-être. Donc déjà, est-ce qu'on peut étendre, est-ce qu'on est capable de reformuler notre définition de l'humain en droit? Le droit fonctionne simplement par définition. Donc il se dote d'une définition qui est pratique. On sait qu'elle n'est pas parfaite. C'est le contraire entre le scientifique et le juriste. Le juriste prend une définition qui va être acceptée, qui va faire convention en quelque sorte. Et donc on peut changer notre définition des droits humains. On peut étendre les droits humains à des machines scientantes, si un jour elles apparaissent, ou à des machines qui s'intégreraient à nous de telle manière qu'on ne pourrait plus faire la différence entre elles et nous, et aux animaux, évidemment, aux êtres sensibles, etc. Donc l'une des solutions, peut-être, c'est soit de faire confiance aux IA, gouvernance mondiale entièrement pilotée, assistée par ordinateur, c'est ce que dit Yannick Rumpala, un politiste qui a travaillé beaucoup sur les IA, notamment chez Ian Banks. C'est une utopie assistée par ordinateur, on pourrait. Mais dans ce cas-là, on perd le contrôle complètement de tout. Ou alors on étend l'humain à des êtres
doter de personnalité juridique qui ne l'était pas au départ, on sait le faire, hein, puisqu'on a déjà donné la personnalité morale à des sociétés, et à ce moment-là, on a une nouvelle définition de l'humain, et on est en dialogue avec des êtres qui nous apporteront ce que nous avons perdu par notre ultra-rationalisme, etc. Ça peut être aussi une solution. Mais en tout cas, je pense qu'une gouvernance mondiale qui nous empêcherait de débattre ne pourrait être qu'une contre-utopie ou une dystopie terrible. Aristote définit la délibération comme ça. Il dit « on ne peut délibérer que sur les choses qui dépendent de nous ». Donc on ne délibère pas sur des choses qui ne dépendent pas de nous. Donc si l'organisation de la société ne dépend plus de nous, si on la confie à des machines, alors peut-être pas dans les machines fantômes, hein, mais voilà, mais si on la confie à des machines, on perd la possibilité que ça dépende de nous. Comme ça ne dépend plus de nous, il n'y a plus de débat. Et s'il n'y a plus de débat, il n'y a plus de politique. Et peut-être qu'on sera tous heureux, mais on aura perdu quand même ce qui fait voilà, cette fameuse contradiction, la quintessence de l'humanité. Donc, même s'il n'y a pas d'institution, essayons de garder le contrôle ou le droit au moins à délibérer, c'est-à-dire à échanger. Il ne s'agit pas simplement de dire on donne aux autres la mission comme des nouveaux dieux, hein, finalement, comme des divinités. On donne la mission de s'occuper de nous, et puis comme ça tout ira bien, mais on ne sera plus nous. On ne sera plus des êtres humains au sens où jadis on se définissait comme être humain. Émilie ? Eh ben, oui, tout à fait. Pardon. Et puis d'ailleurs, quand on donne la mission, eh ben, on va donner aussi certaines directives. Et qui va émettre ces directives, et donc les valeurs et les idéaux qui vont guider ces directives, ben, c'est nous, c'est toujours nous. Donc de toute façon, à la base, il faut un débat démocratique pour essayer de... Si on devait donner la gouvernance à des IA, et on n'en est pas là, heureusement, enfin, personnellement. On a donné plusieurs, évidemment, pistes, et puis plusieurs... on a cité plusieurs œuvres. Alors, il y a les machines fantômes d'Olivier, qui, je crois, sont disponibles là-haut pour la dédicace. On a aussi cité 2 œuvres importantes. Hein, le cycle de la culture de Ian M. Banks. Si vous avez l'occasion de lire ça, c'est exceptionnel. Le premier volume s'appelle L'homme des jeux. Très 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 bon. Vraiment, c'est une immense saga de science-fiction, de space opéra. Et je crois que le livre de poche est censé les faire un intégral bientôt en 2 parties. Donc n'hésitez pas à découvrir L'homme des jeux et le cycle de la culture de Ian M. Banks. Et puis on a parlé d'Ursula K. Le Guin, ou Le Guin, qui a écrit le cycle de l'écumène, donc notamment Les Dépossédés, qui a été cité par Émilie, grand roman de science-fiction. Et Ursula Le Guin est aussi connue pour La main gauche de la nuit, autre grand roman de SF, et à chaque fois c'est le même principe. Un explorateur va sur une planète, en tout cas il est envoyé par l'écumène pour se rapprocher, on va dire, une fédération galactique avec une planète, et chaque planète est un système politique différent, et donc comment cohabiter, comment essayer d'intégrer ces planètes-là qui ont toutes une vision, souvent c'est des utopies ou des dystopies, comment les intégrer dans l'écumène. Voilà. Si vous avez l'occasion de lire ça, c'est très 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 bon. On va peut-être passer à un moment de questions-réponses. Oui monsieur, allez-y, vous avez levé la main... Vous avez levé la main prestement. Ça a jailli. En vous entendant, j'ai pensé à Fondation d'Asimov, mais j'ai surtout pensé à la trilogie de Philippe Curval, L'Europe après la pluie, dans le roman Cette chère humanité, avec son Marcom. Il n'y a pas eu encore de film fait, mais ça pourrait se faire parce que je crois que le sujet est assez d'actualité. Curval, disponible aux éditions de La Volte, pour ceux que ça intéresse, Philippe Curval. J'ai pensé aussi à un truc. Un des derniers actes du philosophe Bernard Stiegler a été d'aller à l'ONU pour présenter son discours sur l'internation, concept qu'il reprenait de Marcel Mauss, dans lequel il demandait un traité de paix économique mondial en favorisant l'expérience de l'économie contributive, notamment dans les territoires. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Merci. On va prendre... Ouais, monsieur, et après, au fond. Vous avez parlé beaucoup de nous et eux.
Et en fait, moi, j'ai plus ami. C'est-à-dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, donc les Allemands, c'était nos ennemis, c'était les Boches. Et à un moment, il y a De Gaulle et Adenauer qui ont réussi à faire quelque chose de fort. Ils ont réussi à dire, on peut aller au-delà de cela, et on peut faire des liens économiques entre les deux pays et des liens culturels. Donc on va dire que c'est la base d'Erasmus, qui est la plus grande réussite de l'Union européenne. Et donc cette idée de créer des liens entre pays, en fait, moi, je suis rentré dans un mouvement international parce que j'ai vu une carte du monde où il y avait un lien physique entre tous les pays du monde. Cette carte a été imaginée juste avant la chute du mur de Berlin, et c'est-à-dire que l'idée de créer un lien physique et culturel entre tous les pays du monde, ça a l'avantage que ce lien, on va se battre pour qu'il reste actif. Donc on bâtit la paix par le développement mutuel, puisque c'est de l'intérêt de chacun et de tous que ce lien existe, et ça crée le dialogue des cultures. Donc en fait, on va dire chaque pays, c'est comme chaque personne, il est souverain, et donc on doit connaître le meilleur de sa culture pour que quand on échange avec quelqu'un d'autre, on a les échanges les plus intéressants. Donc ce qui demande une cellule, c'est pas avoir la science infuse, mais au moins qu'on connaisse son histoire, l'histoire des idées, ce que notre pays a apporté. Bon, nous on a de la chance, en France on a beaucoup d'apports, et en fait pour permettre cela, il y a la notion qui, dans le système actuel, où c'est la loi du plus fort, c'est celui qui est, on va dire, c'est les États-Unis et les Anglais qui tapent sur les autres. Il faut changer ça. Donc il faut un nouveau système mondial, donc un nouveau Bretton Woods. Et ce type d'action, où la monnaie est liée au physique. Donc il faudra annuler les dettes, il y a des actions à faire pour que ça se mette en place. Et ça, on va dire, c'est très écouté en dehors de l'Union européenne et de l'Occident, et de l'OTAN, on va dire. Mais par contre, chez nous, malheureusement, ce type d'idée pour créer la paix, on n'entend pas. Alors peut-être qu'on a beaucoup d'utopies avec la loi du plus fort, l'ennemi, etc. Mais pourquoi culturellement, on n'arrive pas à coopérer ? Olivier ? Alors, il y a une chose quand même, on parle de la réconciliation franco-allemande dans l'Europe, mais l'Europe, c'est aussi, quand elle s'est forgée, c'était aussi par rapport aux deux autres blocs. Donc il y avait quand même un nous et un eux, sauf que c'était pas les mêmes. C'est-à-dire, il y a quand même toujours, c'est très très compliqué, et c'est pour ça on voit d'ailleurs que au fur et à mesure après 89, l'Europe s'est élargie, et plus elle s'est élargie, plus la question de sa gouvernance a posé problème. Qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que on a intégré, quand c'est au début l'Italie, Benelux, tous les pays qui ont culturellement d'Europe occidentale, ça arrive, mais arrivent les pays d'Europe centrale qui ont vécu la période communiste et qui ont une autre culture. Et on sent très bien dans les équilibres de l'Union européenne que c'est un très gros problème. La Pologne ne pense pas comme la Hongrie, qui ne pense pas comme l'Espagne. Donc on voit bien que plus on s'est étendu, plus les objectifs politiques sont différents et les cultures politiques sont différentes. Donc dès qu'on s'élargit, ça devient globalement un problème. Oui, et même au-delà ça, au-delà du politique, le dialogue entre les cultures, c'est quelque chose qui était assez rare. Il y a encore un siècle, ou 80 ans, ou même 50 ans, il y avait des ethnologues, des géographes qui voyageaient, qui allaient au-delà de leurs frontières, qui allaient découvrir l'autre. Et puis après, ça s'est accéléré, il y a eu la globalisation, tout le monde voyage, etc. Il y a des gens qui se sont rencontrés. Le monde dans lequel on vit, il est en mouvement, il est en train de se transformer, je pense, grâce à tous ces échanges. Mais en fait, c'est pas facile de dialoguer avec quelqu'un d'une autre culture, même d'individu à individu, c'est tellement difficile, même quand on est de la même culture. Donc, des cultures différentes, des croyances, des langues différentes, c'est tellement difficile et c'est tellement enrichissant. Voilà. Et donc, c'est un peu le sujet de mon roman, Les Chants de Nuying. Voilà. Puis il y a aussi, et on en a parlé tout à l'heure, la question de l'écologie qui va peut-être finir par tous nous mettre d'accord, ou en tout cas de plus faire ensemble. La fin des sociétés d'abondance aussi, ça, il faut qu'on le comprenne, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Yannick Rumpala, dans son ouvrage Hors des décombres du monde, imagine une des gouvernances possibles sur la notion de frugalité.
comment on va gérer la frugalité? Est-ce qu'on va arriver à s'adapter à ça? Et c'est aussi un changement culturel parce qu'il y a un récit de la société. Donc là, on a eu un récit d'une société, monsieur disait, de l'économie, de l'abondance, les échanges économiques qui facilitent les échanges culturels. Ça marche dans une société avec des ressources, avec de l'abondance et sans problème climatique. Mais dans une société où il y a des problèmes climatiques, on est obligé de réduire notre consommation, et il était temps qu'on le fasse, et qu'on s'habitue à une nouvelle frugalité. Il faut aussi que cette frugalité-là, elle ne soit pas simplement imposée par les institutions, mais qu'elle devienne une forme de culture. C'est-à-dire qu'on la valorise pour comprendre qu'on peut aussi vivre comme ça. Et donc on doit retrouver peut-être d'autres chemins. Mais il y a quand même une limite. Oui, bien sûr. Moi, un exemple qui montre bien cette limite, c'est les Gilets jaunes. Parce que quand on regarde sociologiquement qui ont été les Gilets jaunes mouvement, c'était pas les plus pauvres des plus pauvres. C'était des gens qui, en général, avaient un métier, pas très bien payé, mais pourquoi ils se sont révoltés essentiellement? Parce que ils étaient dans la frugalité totale, ils n'avaient pas cette part de leur revenu avec laquelle ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire aller au cinéma, emmener leurs gamins au McDo, ce genre de choses. Donc il faut faire attention à ce genre de choses. Il y a un aspect culturel, cette marge de quel est le pouvoir que j'ai sur ma vie. Parce qu'effectivement, se dire la frugalité de je me conforme, c'est une chose, mais il faut aussi, moi par exemple, je le peux d'une certaine manière parce que j'ai aussi je suis suffisamment riche de certaine manière, les livres, etc., pour me permettre de pas voyager ou ce genre de choses, mais tout le monde n'a pas finalement cet héritage. C'est un héritage. Et à se dire qu'est-ce que je fais de ma vie, qui n'est pas justement de se concentrer sur l'essentiel, mais aussi sur le superflu. Et ce superflu, il est essentiel aussi. C'est compliqué de trouver la limite. Tout à fait. En fait, précarité, frugalité, tout ça, c'est pas la même chose. Il ne faut pas non plus, voilà. Une question là, ouais. Oui, bonjour. Moi, la gouvernance mondiale, ça me fait penser à une échelle plus grande, donc un niveau de complexité plus grande. Et ma question, c'est quelle est la place de la technique ou de la science? Est-ce qu'elle est indispensable pour mettre en place un tel gouvernement? Est-ce qu'on peut s'en passer? Et par exemple, est-ce que l'outil d'Internet peut servir en des prises de décision avec une démocratie directe? Ou est-ce que ça peut avoir aussi un versant nuisible de contrôle total de tous les aspects de la société? Donc voilà, donc ça c'est pas ce que vous en pensez. Excellente question, merci. On voit bien que il y a les deux, il y a les deux aspects. Les deux aspects coexistent. Quand on regarde ce qui se passe dans certaines sociétés, c'est un outil de surveillance. Et chez nous, c'est un moyen de communication qui permet le partage, mais aussi qui fait émerger pas mal de conflits aussi. J'y vais. Sur Internet, alors sur la technique, le rôle de la technique dans l'établissement d'un consensus mondial, etc., rapidement, pourquoi pas. Mais attention à la tyrannie de l'acquiescement automatique et répété et immédiat. C'est-à-dire, quand on demande aux gens, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous voulez bien cliquer sur ça pour que vous acceptez les cookies? Qui est-ce qui accepte les cookies ici sur Internet? Voilà. Donc vous acceptez les cookies une fois, deux fois, trois fois, après vous acceptez tous les jours. Donc si on vous demande votre avis tous les jours sur l'état de la situation et que cet avis doit être instantané, généralement il sera en conformité avec ce qui existe déjà. Et du coup, c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est le temps de délibération, je reviens sur ça, le temps de réflexion qu'on doit avoir avant de prendre une décision. Si on me demande de prendre la même décision tous les jours, instantanément, et pour être tranquille, on finit par vivre dans une dystopie à la Jean Barré, puisque j'ai reçu Jean Barré il n'y a pas longtemps à Nice, dans sa dystopie Trademark, où dans le tome numéro 2, qui s'appelle Vie, les gens doivent instantanément accepter le système tous les matins. Donc on se lève, première chose qu'on fait, on clique, on accepte le fonctionnement du système, on déplace 3 cubes, 2 carrés pour prouver qu'on a fait quelque chose, et après on est libre. Mais du coup, c'est une société. Donc attention à la technique. Si la technique, c'est obtenir une sorte de consentement factice, presque instantané, on va vers un totalitarisme. Voilà. Il y a, dans les début des années 2000, il y a eu tout un ensemble de textes disant que grâce à Internet, alors c'était le début d'Internet en plus, ça y est, on allait pouvoir avoir une sorte de gouvernance mondiale, d'agora mondiale, voilà, d'agora mondiale, puisque tout le monde pourrait discuter, etc. Et puis est arrivé Twitter, et puis on a vu les effets, quoi. C'est-à-dire une absence de discussion.
C'est-à-dire qu'on a une absence d'échange. Typiquement, Twitter, c'est des émotions qui se traduisent sur forme de mots, de phrases, mais il n'y a jamais aucun dialogue possible. Or, ce que disait justement Hugo, l'essence, c'est finalement c'est le dialogue. C'est même la raison dialogique, c'est-à-dire le fait de pouvoir poser une chose et de dialoguer avec le contraire sans que ce soit purement quelque chose de conflictuel. C'était ça l'essentiel. Et on a des tas de penseurs, je pense à Habermas ou d'autres, de cette idée qu'on peut créer un espace commun de délibération. Et cet espace commun de délibération, il est en train de se réduire beaucoup. De plus en plus, alors que la technique nous le permettrait, la technique telle que vous le dites, le permettrait. Or, de moins en moins publiquement, dans les médias, où on voit très bien les hommes et femmes politiques, comment elles s'expriment. Alors maintenant, c'est la culture, on va dire, pour donner un terme, la culture du clash, du buzz, etc., de la phrase, du tweet qui va produire une réaction. Et plus la question de l'argumentation posée à laquelle on va s'opposer avec d'autres arguments. C'est de moins en moins ça. Alors, il est vrai que la technique d'Internet, en fait, peut créer différents espaces de dialogue. Donc Twitter, c'est un peu la fosse à caca, je dirais. Mais il y a d'autres espaces où on peut discuter de manière plus civique, on va dire. Mais sinon, il y a toujours je pense que l'utopie coexiste avec la dystopie. Par exemple, Wikipédia, dans cette encyclopédie universelle du savoir, moi je trouve que c'est une belle idée de partager le savoir. Et l'idée, c'est qu'il soit accessible à tous, gratuitement. En fait, c'est pas totalement gratuit. Il y a toujours des personnes qui... Voilà, c'est une belle idée. Et tu parlais des cookies tout à l'heure. En fait, en Europe, on est relativement protégé parce qu'on nous demande si on est d'accord. Mais il y a des pays où on ne nous demande pas. On est direct, on nous impose, en fait, on nous prend nos données sans notre accord. Et il y a des pays où c'est le cas. En Europe, on est protégé, d'où l'importance d'une réglementation et d'une légifération qui protège l'usager. Et ça, c'est lié aussi à cette technologie qui est celle de l'intelligence artificielle qui a besoin de se gaver de données pour ensuite évoluer, progresser, etc. Bon, l'objectif, en fait, souvent, il est commercial. C'est pour pouvoir nous proposer des produits les plus adaptés possibles. Mais l'importance de protéger l'usager. Ce sera le mot de la fin. On peut applaudir nos intervenants.